Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape de la Vuelta. On va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, de l'huile moteur, une grosse chute et une victoire de Cadengrove. En 3 mots, c'est le résumé de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez trouvé des choses surprenantes, si vous avez vu des choses que je n'ai pas vues aussi. Quand vous vous abonnez à la chaîne et si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, petite préférence pour Spotify, et puis TikTok, le débrief juste après l'arrivée en 3 minutes à peu près du côté de TikTok. Étape très calme et quasiment une non-étape, c'est-à-dire que ça n'a pas roulé si fort que ça. On est arrivé vers 17h30, alors c'était pas l'horaire le plus lent, c'est l'horaire le plus lent était à 17h45, un truc comme ça, donc c'était l'horaire médian, on va dire. Sauf qu'on est parti assez fort et qu'ensuite on a eu un gros coup de mou en milieu d'étape. Et on voyait à 40 bornes de l'arrivée, tu avais encore des coureurs qui discutaient entre eux. Et en fait, ça a commencé vraiment à s'exciter après le sommet de la deuxième difficulté du jour dans la descente. Et les 30 derniers kilomètres sont très 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 nerveux, ça jouait des coudes. Mais comme souvent quand on a ce genre de situation, c'est-à-dire quand on est dans une sorte de non-course, derrière après ça s'énerve et ça s'excite. Et tout le monde peut être devant parce qu'il n'y a pas de fatigue. Et tout le monde essaye de rouler à des grosses intensités et souvent c'est là où il y a de la tension, c'est là où il y a des chutes. Le peloton était très nerveux et très excité et il y a eu cette chute à 4 km 500 de l'arrivée. Alors une chute qui est due, on était sur une route, quasiment une autoroute, alors il y en a beaucoup en Espagne, d'énormes routes comme ça, des 2x2 voies, et en fait il y avait une sortie si vous alliez vers la droite, vous preniez une sortie et donc ça se resserrait un petit peu, ça se resserrait pas si énormément que ça, mais le problème c'est que le fait que ça se resserre, ça a un peu, ça a rajouté de la nervosité à un peloton, et ce qui fait qu'il y a une petite vague au milieu du peloton, et c'est là où se situe la chute, et ça tombe dans les premières positions, parce que c'est Cocard, c'est des Buitrago, c'est Kelderman, c'est des mecs qui étaient plutôt hauts dans le peloton. Et puis après, on avait un final qui était très technique dans les 2-3 derniers kilomètres, avec pas mal de ronds-points, et surtout à un moment il y avait une section entre deux ronds-points où la route n'était pas très large pour un final. Et puis vous aviez ce dernier kilomètre avec ce gros virage donc, qui était à 300 mètres de l'arrivée, ça on en avait parlé lors de la présentation ce matin. J'avais dit qu'il faudrait peut-être mieux être placé à cet endroit-là. Et c'était très très nerveux. Et en fait, le virage, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'il se refermait. Moi, je voyais pas que le rond-point était aussi gros non plus. Et ça a fait, voilà, Vandenberg, il a tenté. Bon, ça n'avait pas passé dans le virage, mais surtout le virage avait tendance à se refermer. Et peut-être que ça aurait été bien d'en parler un peu plus sur le plan de course. Parce que je vous rappelle que quand je vous montre les 5 derniers kilomètres, c'est le plan de la course. Et je trouve qu'on n'indiquait pas suffisamment qu'à la sortie, le virage se refermait. Et ce qui fait que je pense que des coureurs ont été surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le virage se referme. Voilà, sur le roadbook, c'était pas marqué que ça se refermait à cet endroit-là. C'était un final qui était assez technique avec des ronds-points. Et comme il n'y avait pas eu une course énorme auparavant, vous aviez beaucoup de coureurs qui voulaient être à l'avant, et puis qu'il n'y a pas forcément des gros trains de sprinteurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sprinteurs qui ont 3-4 équipiers, mais pas forcément des trains complets, et pas forcément des mecs qui sont habitués à lancer des sprints non plus, que ça soit autour de Molano, que ça soit autour d'Edward Theuns par exemple. C'est pas des mecs qui sont habitués à lancer des sprints, même autour de Cadengrove, et ce qui fait un peu des différences aussi par rapport à d'autres courses où on a peut-être un peu plus l'habitude de ce genre de situation. Les affaires du jour, aujourd'hui l'affaire du jour, c'est la citerne d'huile. Alors quand c'est pas les organisations, c'est le public qui, voilà, je sais pas à des moments ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Donc ce matin, affaire qu'on a appris vers 10h30, 11h, 3 personnes arrêtées par la police espagnole. Ils avaient prévu de faire un sabotage de la course. Là, je le dis gentiment. L'idée était de faire un acte terroriste, on peut le dire, envers la course, parce que je rappelle qu'un acte terroriste, c'est perturber le bon fonctionnement d'un État.
ou d'une organisation, donc là c'était un peu l'idée, en mettant 400 litres d'huile de moteur sur la route. Voilà, donc pour faire glisser tout le monde, un peu l'idée Mario Kart. Heureusement que ça ne s'est pas déroulé parce que ça aurait été une catastrophe, pas seulement pour les coureurs, mais aussi pour les véhicules suiveurs. Hein, parce que l'huile, il y a un petit mètre d'huile sur la route, c'est une catastrophe. Je pense notamment aux motards. Et voilà, bon, si vous aimez pas le cyclisme, vous n'êtes pas obligé de venir sur le bord de la route, quoi. Hein, mais je comprends pas cette idée. Quand on n'aime pas un truc, eh ben on s'en tape. Moi, j'aime pas la musique de Clara Luciani, je vais pas me pointer à un concert de Clara Luciani juste pour lui lancer des tomates sur la gueule, quoi. Et là, je ne comprends pas, voilà, l'idée derrière. Mais bon. Et puis, dans le final, eh ben, on a vu encore la magie des téléphones portables. Avec Molano, il n'a pas fait dans un hôtel, il a mis des coups de casque hein, dans les téléphones. Et de ça encore, bon. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire parce que je trouve que ça serait quand même très triste qu'on soit obligé de mettre des barrières plus hautes avec des grillages pour empêcher les gens de mettre leurs bras. Mais je crois qu'on va être obligé d'y arriver, ce qui m'attriste énormément parce que le cyclisme est un sport populaire et que là on va perdre un petit peu du côté proche du public, je pense, des coureurs, mais là, on l'a vu sur le Tour de France, on l'a vu sur d'autres courses, hein, ces problèmes de téléphone portable dans le final, dans les sprints, c'est une catastrophe. On l'a vu sur le Giro aussi. C'est une catastrophe. C'est très dangereux. Et enfin, il y a des gens qui sont accrochés. C'est terrible. Il y a des gens aujourd'hui hein, qui sont accros à leur téléphone. Mais je trouve ça terrible. Et même dans un moment comme ça, dans un sprint, t'en as rien à foutre de filmer. Tu verras de toute façon à la course à l'arrivée. Qu'est-ce que ça sert de filmer? Tu vas voir la course à l'arrivée, donc tu ranges ton téléphone portable, tu profites voilà, de l'instant, puis ensuite tu te reverras sur les caméras à l'arrivée, à la télévision. Voilà, t'as pas besoin de filmer avec ton téléphone, ça n'a mais aucun intérêt. Bon, petit aspect colère du jour. Note de l'étape, j'ai mis 6 sur 20. Pas très passionnant, mais sur un grand tour, il faut des étapes plates, un peu plus pour les sprinteurs. Et puis c'est surtout que cette année sur la Vuelta, souvent dans les étapes on le voit, hein, les points bonification sont quand même très proches de l'arrivée, donc ça donne, et les points montagne aussi, donc ça donne pas vraiment envie de partir loin de l'arrivée pour prendre des échappées. Heureusement qu'on a eu Okamika, qu'on a eu Sepulveda. Et j'ai oublié le troisième dans l'échappée. Voilà, bon, c'est des coureurs. Voilà, Sepulveda, il a pris des points. Il prend beaucoup de points du côté du classement de la montagne. C'était David Gonzalez, voilà, du côté de Cara Rural. Et donc Okamika, qu'on voit souvent dans les échappées, du côté de la Burgos. Au moins, les équipes invitées animent la course, hein, que ça soit Burgos et Cara Rural. Les équipes espagnoles invitées, hein, je précise, pas les équipes comme l'Auto qui sont invitées sur des critères sportifs. Donc, enfin sur des critères sportifs, vous me comprenez dans l'idée, grâce à leurs résultats de l'année d'avant. Voilà pour cette étape. Donc voilà, avec la victoire de Caden Groves, on va regarder tout ça avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Caden Groves. C'est vrai que plus je réfléchissais dans l'après-midi sur Caden Groves, plus je me disais j'ai peur parce qu'il n'y a pas forcément, il n'a pas Van Der Poel quoi. La force quand même de Philipsen, certes des qualités physiques voilà, qui ont bien marché sur le dernier Tour de France, mais c'était aussi Van Der Poel qui aidait, et un train qui était vraiment de qualité, parce qu'on parle de Van Der Poel, il y avait aussi Sylvain Didier qui a fait du bon boulot. Là c'est vrai que quand on regarde la start list autour de Caden Groves, quand on regarde un peu plus en détail, c'est quand même un peu moins bien autour de Caden Groves, je ne sais plus où il est. Alors, il y a Maurice Ballerstedt, Bayer, Gaze, qui a fait le VTT, Rob Gies, Jimmy Johnson, Judson Osborne et Edouard Plancart. Alors, ce sont des bons coureurs,
Mais c'est vrai que si tu compares à du Van Der Poel, du Sid Van Didier, des mecs comme ça, c'est pas un train si qualitatif que ça. Et surtout, moi, je trouve qu'il manque quand même un vrai gros poisson pilote. Et on l'a vu un petit peu dans le final, où parfois, alors il s'est pas débrouillé seul, mais il lui manque quand même, je pense, vraiment un poisson pilote. Et ça peut être vraiment un souci. La différence, c'est que techniquement, c'est quand même le meilleur sprinter de la course. Caden Grove, c'est-à-dire qu'il est meilleur que Molano. Pour moi, il est meilleur que Milan Menton. Et qu'à la régulière, ils n'arriveront pas à le battre. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence avec d'autres. Bon, voilà, aujourd'hui, quand Molano déclenche, pourtant il déclenche de loin, pourtant il s'est fait surprendre par Molano, mais derrière, hein, Caden Groves, il est au-dessus, parce qu'il a encore passé un cap cette année, hein, Caden Groves. C'est-à-dire, quand vous regardez ses résultats, il a eu. Avant, c'était pas forcément un sprinter qui passait bien les bosses. C'est vrai que depuis qu'il a rejoint Alpecin, cette année en 2023, vous voyez quand même 2 victoires sur le Tour de Catalogne, dont une où je rappelle qu'il crève à 4 ou 5 km de l'arrivée. La Volta Limbourg Classique en costaud ce jour-là, dans des conditions effroyables. Sur le Giro, il remporte quand même l'étape numéro 5 avant d'abandonner à Rivoli. Et cette victoire donc, sur le Tour d'Espagne. 14 victoires dans sa carrière à 24 ans, c'est vraiment bien. Et puis surtout, là, on sent qu'il a passé un cap pendant l'hiver. C'est vrai que chez Jayco, c'était un coureur qui faisait des places d'honneur, mais qui n'avait pas forcément cette capacité. Il faisait des top 10, mais il n'avait pas forcément cette capacité à gagner des grandes courses, à part l'année dernière où il avait remporté cette étape de Vuelta. Et c'est vrai que là, ça change quand même largement la donne, quoi. Aujourd'hui, il est vraiment au-dessus. Et c'est vrai que quand on regarde, il a gagné une étape sur les 3 grands tours auxquels il a participé dans sa carrière. Ça, c'est pas arrivé à tout le monde, hein. Aujourd'hui, et il lui manque que le Tour de France. Le jour où il participe au Tour de France, alors est-ce qu'il pourra le faire avec Alpecin ou est-ce qu'il sera obligé de rejoindre une autre formation? Ça, faudra voir. Est-ce que tant qu'il y a Jasper Philipsen, il sera barré par Jasper Philipsen? Mais c'est vrai que Caden Grove, il manque que le Tour de France aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que on le met pas au même niveau qu'un Philipsen, on ne le met pas qu'à un même niveau qu'aujourd'hui un Arnaud Démare ou des mecs comme ça, parce qu'on ne l'a pas vu en France, mais c'est du très bon niveau, hein, déjà ce qu'est capable de faire Caden Groves. Et puis il était deuxième à Barcelone, hein, sur une arrivée plutôt type puncher, enfin où il y avait des passages punchy, donc ça montre là encore sa capacité qu'il a maintenant de grimper les bosses. C'était son grand problème auparavant, parce que c'est pas un grand gabarit, hein, un peu comme Caleb Ewan, mais c'est un programme qu'il a bien réglé. En parlant de Caleb Ewan, on ne sait pas trop où il va aller, parce que bon, l'auto veut qu'il se barre, surtout qu'il a un contrat très coûteux, et on ne sait pas où il va aller. Caden Groves, il a même dit qu'il va peut-être arrêter sa carrière parce que mentalement, ou faire une année sabbatique. Donc on va voir ce qui va se passer. On poursuit avec Molano. Il a tenté le coup, Molano. C'est un coureur qui, là, c'était un sprint qui était très nerveux. Bon, j'avais dit, hein, lui, quand c'est nerveux, ça lui fait pas peur, hein. Il sort les coudes, il sort tout, Molano. Je trouve que UAE, ils ont fait un bel effort à 2 km. C'est-à-dire qu'à 2 km, vraiment, Molano, il est replacé par 2 coureurs. Alors, je pense qu'il y avait Oliveira. Est-ce que c'était Novak qui était là aussi ou Fischer Black? Je ne sais pas. J'aurais dit peut-être plutôt Novak, mais de la caméra du haut, et puis j'avais des petits sauts d'image à ce moment-là, j'ai pas trop vu, mais la UAE se replace vraiment au bon moment, et après il voit la chute de Vandenberg et il se dit faut que je parte, quoi. Il y a un moment, faut que je tente le coup, faut pas que j'attende que tout le monde me revienne dessus, sinon je vais perdre de la vitesse. Donc il tente, c'était un peu loin de l'arrivée, ça lui permet quand même de prendre une deuxième place à Molano. Je pense que dans d'autres étapes, il y aura peut-être quelque chose à faire, surtout peut-être en troisième semaine, parce que c'est vrai que Molano, l'année où il gagne sur la Vuelta, c'est en troisième semaine. C'est un coureur qui a plutôt tendance à bien finir, parce que lui, il grimpe très bien. Molano, c'est l'un des sprinteurs qui passe mieux les bosses, des purs sprinteurs qui passent mieux les bosses, je dirais. Le problème de Molano, c'est que parfois, quand il a attendu, il a un peu du mal à être présent
sur les courses et que parfois il perd beaucoup d'énergie à la bagarre. Mais là, il n'a pas fait cette erreur-là et c'est vrai que ça a été un bon sprint pour le coureur de UAE. Puis lui, il a besoin de se montrer aussi, hein, Molano, parce que bon, il a un contrat jusqu'en 2026, mais bon, il y a un moment, il faut gagner des courses. Quand on est sprinter, cette année, il avait gagné la première étape du Tour de Burgos en étant assez impressionnant du résumé que j'avais vu. Le Grand Prix de Denain au mois de mars et une étape de l'UAE Tour. Donc c'est vrai que c'est ça. Enfin voilà, 3 victoires cette année. Mais c'est déjà un coureur qui a 28 ans. Même il a un contrat jusqu'en 2026. Donc 28, ça fait 29, 30, 31, ça fera 32 ans, 32, 33 ans. Donc oui, il peut peut-être finir même sa carrière chez UAE. Et il aura fait que cette équipe-là en World Tour, parce qu'il a commencé chez Team Columbia en deuxième division en 2015 déjà à l'époque. Donc c'est vrai que ça remonte. Une équipe où il y avait Duque par exemple, où il y avait Daniel Felipe Martinez, où il y avait Ramirez, Rubiano était là aussi. Dans cette formation, qui était une formation de deuxième division, où il n'y avait que des Colombiens. Alors Duque était marqué français, mais il était né en Colombie. Hein. Dans sa carrière, c'est juste qu'il a passé beaucoup d'années en France. Hein. Leonardo Duque, qui avait remporté une étape sur la Vuelta en 2007, à l'époque où il était chez Cofidis. C'était un sprinter, alors c'était plus un puncher qui avait c'était à la limite entre le puncher et le sprinter, Duque. C'est un coureur qui est un peu sous-estimé, alors que c'était un coureur qui était très très performant et qui a arrêté sa carrière en 2016 chez Delco. Et dans ses dernières courses, vous avez le Tour du Henan où il fait 4 top 10 et vous avez le Tour of Tai Ulaik où il remporte la dernière course de sa carrière. Ça n'arrive pas souvent hein, de remporter la dernière course de sa carrière. Ah bah lui il peut le dire. Oui, donc Molano, c'est quand même un coureur voilà, qui a déjà 28 ans. Donc c'est vrai qu'il a envie de gagner des courses. Et là, il a su profiter hein, de la situation. Sauf que il y a un moment où ça allait un peu trop vite pour lui. Et qu'Aden Groves était au-dessus. Je continue avec Van Restel. Ça, je dis souvent Van Gestel, mais c'est Van Restel, parce que techniquement, il est flamand. Dries. Belle 5e place pour Van Restel. Ça fait 60 points UCI pour Total. C'est pas anodin, parce que Total, ils ont besoin de points UCI, parce qu'ils sont loin hein, pour le moment d'une possible qualification en 2026 en World Tour. Et Van Restel, je dis toujours, c'est un mec où on n'est jamais déçu avec lui. C'est un mec qui est toujours présent, qui est toujours capable de faire des bonnes choses. On l'oublie souvent, Van Restel, mais je n'ai jamais été déçu par Van Restel. Vraiment, ou très rarement déçu par le coureur belge. Tu vois, cette année, par exemple, il fait 16e à travers la Flandre, 18e de Paris-Roubaix, 22 du Tour des Flandres, 17 de Kurn aussi. C'est un coureur voilà, qui est toujours présent. Alors, il aime les classiques belges, bien entendu, hein, c'est là où il est le meilleur. Mais c'est un coureur qui a aussi une bonne pointe de vitesse, 5e de la Bruxelles Cycling Classic, 5 et 7 sur les 2 premières étapes de la route d'Occitanie. Donc voilà, toujours présent, rarement vainqueur, parce que seulement 2 victoires dans sa carrière. C'est sa première Vuelta, c'est son premier grand tour à 28 ans. Mieux vaut tard que jamais, on va y arriver. Et puis donc 2 victoires, vainqueurs, notamment du Ronde van Drenthe en 2022. Mais c'est vrai que Van Gestel, en plus avec Geoffrey Soupe, c'est vrai qu'il y a eu un petit changement dans l'équipe. On voit que dans cette formation, on va essayer de viser plein de choses. C'est-à-dire Steph Kras le général, mais on laisse quand même des opportunités à Pierre Latour, à Van Restel, à d'autres pour aller chercher des résultats. Et comme c'est un coureur qui sait toujours très bien se placer, Van Restel, c'est vraiment une de ses forces. Et dans les sprints, ça se passe plutôt bien. Alors même si c'est pas un pur sprinter, là ça s'est bien passé pour Van Restel. Et puis ça s'est bien passé également pour Aolar du côté de Cara-Rural. Là aussi 45 points UCI. C'est bien pour cette formation qui les accumule en ce début de course. C'est vrai que Cara-Rural marque des points UCI. Le champion du Venezuela, une belle 6e place. C'est un coureur qui a un peu du mal en Europe.
Alors même s'il a pris la 4e place du Grand Prix du Morbihan, c'est vrai que il n'a pas forcément eu des grands résultats sur des grandes courses européennes. Il devrait faire la Croix Race également après cette Vuelta. Mais en Amérique du Sud, il a vraiment eu des très très grands résultats dans sa carrière. Lui aussi, c'est son premier grand tour parce que l'année dernière, il avait fait Burgos. On l'avait vu en début de saison, j'en avais parlé notamment au Grand Prix à Valencia, où j'avais pas dit forcément du bien de lui, où il avait un petit peu du mal. Il a été très talentueux à l'hétéro en remportant le général et le classement du maillot vert. 4e place sur la dernière étape du Tour des Asturies. 9e place sur la 2e étape de la route d'Occitanie. Champion d'Amérique centrale et des Caraïbes. Champion également du Venezuela, c'était au mois de juillet. Et puis il est revenu en Europe à Guecho et désormais il est sur le Tour d'Espagne, donc voilà un coureur très intéressant, 26 ans, mais je pense qu'il a encore une grosse capacité de progression. Et il est depuis 2020 chez Cara Rural, mais il n'a pas tant couru que ça parce qu'il il fait pas mal d'allers-retours avec le Venezuela, mais c'est un coureur très intéressant. Voilà, à suivre parce qu'il y a quelques sprints en faux plat montant et lui c'est aussi un profil de sprint qu'il aime bien comme Molano, ça fait partie des coureurs. Il fait que 65 kg, donc on est presque sur un poids plume pour les sprinteurs. Et ça, forcément, c'est avantageux dans ces épreuves-là. Mais quand je vois, voilà, bon, c'est un coureur qui, pour le moment, a 6 victoires dans sa carrière, mais pas forcément des gros résultats. C'est en Amérique du Sud, ces victoires. Et sur le Tour d'Aletero qu'il a remporté à Alentero, qu'il a remporté à 2 reprises, vainqueur du Tour du Kumano et du Tour du Venezuela en 2019, dans sa carrière. 6 étapes du Tour du Venezuela. Bon, voilà, quand on regarde un petit peu le reste de sa carrière, mais c'est vrai que sur les grosses épreuves, il avait un peu du mal. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, ça a été très intéressant. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Dainese. Pas de sprint. Alors après, c'est une demi-surprise pour moi, Dainese, parce que il est rarement bon sur les premiers sprints. Je crois que sur le Giro aussi, ça n'avait pas été foufou. Là, on a fait sprinter du côté de la DSM Sean Flynn, qui prend une belle 9e place. Alors, c'est peut-être pas Dainese, au final, le sprinter numéro 1. Parce qu'on a fait sprinter Sean Flynn qui a 23 ans, qui est passé par SEG. Donc, on a peut-être eu cette idée-là, qui a peu de jours de course dans les pattes aussi. Mais normalement, c'est plutôt Dainese, le sprinter numéro 1. Et là, il a fini très très loin, seulement 63e, juste devant Boy Van Poppel. Dainese, après, bon, déjà, c'est un mec qui est hyper pas régulier, qui va changer d'équipe, il va rejoindre la Tudor. C'est peut-être pour ça qu'on ne le fait pas sprinter. Et c'est pas le mec le plus régulier, quoi. C'est-à-dire que il est capable de faire des coups d'éclat. Je pense à sa victoire très clairement sur le Giro cette année à Caorle, où il a réussi à faire un sprint très puissant en étant bien placé. Il remporte la première étape de l'Arctic Race of Norway parce qu'il n'a pas couru pendant plus de 2 mois quasiment. Il avait fait juste ses championnats d'Italie. Vainqueur entendu contre la montre par équipe. Et c'est vrai qu'il a 5 victoires dans sa carrière. C'est un mec qui est hyper prometteur, mais pas vraiment régulier. 4e du SAM cette année, mais c'est un peu tout le temps seulement des coups d'éclat. Alors c'est assez surprenant parce qu'il a commencé chez SEG, repéré très vite, il est allé chez Sunweb en 2020. À l'époque, il était très jeune, parce qu'en 2020, il avait 22 ans. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu les grands résultats. Alors là, il va tenter de se relancer chez Tudor, d'avoir peut-être cette régularité chez Tudor, qui est une équipe qui là a fait un gros recrutement également avec Trentin. Tudor l'année prochaine, ça va être costaud. On regarde un petit peu, vous avez Merhofer également qui arrive chez Tudor, Trentin, Voisard, Joël Sutter qui reste, Thalmann, Storer qui arrive, qui rejoint Reichenbach, donc Merhofer, Alexander Krieger également, Kemp il était déjà là, Froidevaux aussi, Arvin de Klein qui reste. Donc c'est une équipe qui travaille très très bien pour les années à venir et qui veut rester très longtemps
dans cette catégorie. Et c'était Merhofer même qui l'avait emmené sur cette étape du Tour d'Italie à Caorle. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a du mal à être régulier. Et ça, c'est un peu son souci et c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher à Dainese. Donc là, aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Et puis, il a toujours besoin de 2-3 sprints pour se régler. C'est pas un mec qui est performant tout de suite. Voilà, il a besoin de temps avant d'être réglé. Et là, il a quasiment pas fait le sprint. On a laissé Sean Flynn le faire du côté de DSM. C'est quand même une belle 9e place pour ce jeune coureur. Forcément, dans les bonnets d'Arne, on rajoute Brian Cocard. Il est tombé, il n'est pas reparti tout de suite. Ça, c'est souvent mauvais signe, je vous le dis tout de suite. Il se touchait l'épaule, il semblerait que les médecins n'étaient pas capables de lui dire si c'était cassé ou pas sur le moment. Je pense que lui, il n'était pas forcément envie de repartir. C'est-à-dire que le cycliste se connaît très bien. Quand un coureur ne repart pas tout de suite, qui fait des mouvements avec son épaule pour savoir s'il s'est pété ou pas, c'est pas bon signe du tout. Plus son interview à l'arrivée où il dit qu'il s'est déjà fait cette blessure-là à l'épaule et qu'il sent qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de son épaule. Donc il va attendre de faire des radios ce soir. Mais c'est pas sûr qu'il reparte demain. C'est quand même dommage parce que quand on voit la liste de départ des sprinteurs, on se dit il y a une opportunité sur cette Vuelta. Ça serait dommageable que soit cette blessure l'handicape jusqu'à la fin de la course, ou soit qu'il ne puisse pas défendre ses chances demain, qu'il ne puisse pas être au départ. Ça serait un peu triste parce que c'est un coureur qui a vraiment qui est super sympa, qui a des qualités, mais souvent il se retrouve un peu barré par un meilleur sprinter que lui. Et là, à part Caden Groves et peut-être Molano, on se dit là il y a peut-être quelque chose à faire. Sur ce Tour d'Espagne, il y a peut-être une belle opportunité. En plus, il tombe alors qu'il doit être en 10e position dans le peloton, donc il était plutôt bien placé. Donc c'est très, très, très frustrant. Et avec en plus Chimolai, c'est-à-dire qu'il a un poisson pilote, ce que n'ont pas d'autres. Et là, on se disait, il y avait peut-être l'opportunité de faire quelque chose. Bon, voilà, frustrant. Alors, parmi les autres coureurs qui sont tombés, il y a Rune Erogot, le coureur belge. Donc Kobe Gusson, lui a dû tomber également et finit 174. Donc du côté de Brian Cocard, François Bidard également est tombé. Les deux ont fini 172 et 171. Je rappelle qu'ils sont que 174 encore là, donc c'est pas top. Et puis surtout, mauvaise nouvelle, Kelderman est tombé, donc est sorti du top 10, il finit 160e. Et Buitrago également est tombé et il a fini 137e. Donc c'est pas bon aussi parce que du côté de Kelderman, il a pris une minute par rapport à Buitrago alors que Buitrago vraiment se tordait de douleur. Donc c'est-à-dire que ça ne doit pas aller très fort non plus du côté de Wilco Kelderman. Et ça pourrait être un problème quand même du côté de la Jumbo. Alors certes, ils ont une force collective, mais Kelderman, c'est quand même un atout de poids dans cette formation. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis je termine avec Hofstetter. Je m'attendais un peu mieux du côté d'Hofstetter. Alors je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, parmi mes grosses cotes non plus. Mais au niveau du gopage, c'était jouable aujourd'hui pour Hofstetter. Sauf que je pense qu'il n'a jamais eu l'ouverture. Il doit un peu se débrouiller seul aussi. Et ce qui fait qu'il prend que la 14e place. Donc c'est pas du standing d'Hofstetter. C'est un mec qui est capable de faire mieux. Largement mieux. Et le problème, c'est qu'Hugo Hofstetter cette année, c'est pas la folie. Je regardais en termes de résultats, c'est moins bien que l'année dernière. L'année dernière, il avait fait vraiment une très très belle saison chez Arkea. C'est vrai que là, je regardais 7e de la Poly-Normande, 4e de l'étape numéro 3 du Critérium du Dauphiné, 9e à Dunkerque sur les 4 jours, et 2e du Samin qui a été son meilleur résultat, 4e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat et 6e du Grand Prix Cric-et-Lyon. Mais l'année dernière, il avait eu vraiment des très très bons résultats sur toute la saison. Hofstetter, ça avait été très très bien. Et là, c'est un peu plus compliqué pour le moment. Il y avait eu des top 10 sur le Tour de France. Il y avait eu 2 4e places à Paris-Cheny et à la Famenne-Ardennes Classique. Il y avait eu une victoire au Trobroléon. Il avait enchaîné 3e de Kurn, 2e du Samin, 3e de Montserrat, 3e de Vandrante. Il y avait eu une période où il était tout le temps dans le top 10, où il se ratait rarement dans le top 10. Et là, c'est vrai que cette année, ça a été un peu plus compliqué pour le moment.
Et ça se ressent, hein, l'année dernière, il était 43e au classement PCS, donc de Pro Cycling Stats, et cette année, il est seulement 235e. Ça veut dire qu'il y a eu de moins bons résultats. Coureur qui est en fin de contrat avec Arkea. Donc, est-ce qu'il va être conservé du fait qu'il y a quand même pas mal de sprinteurs qui arrivent, notamment Arnaud Démare, ou est-ce qu'il va changer d'équipe? Ça pourrait être un coureur intéressant pour des formations qui ont des masses salariales importantes. On pourrait penser notamment à Total Energy ou à d'autres équipes, hein, qui n'ont peut-être pas forcément la bonne carte dans ce domaine-là. Donc on verra s'il va être conservé par Arkea du côté du Goldstätter. Forcément, ça aurait été mieux s'il y avait eu un top 10 aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, qui était plus courte qu'hier, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 5, et puis le débrief à 21h. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.